Alors, bonsoir à tous et merci pour votre présence. Donc, pour cette rencontre, en fait, sur le thème du chi, le bon chi, le mauvais chi, entre parenthèses, je refais cette vidéo aussitôt après l'avoir faite avec vous en direct parce que j'ai oublié d'enregistrer la vidéo. Donc, c'est plus difficile pour moi de le faire sans public, mais je tente l'exercice pour ceux qui vont regarder en replay. Et du coup, je vais être aussi un peu plus rapide, en fait, dans cet exercice. Donc, j'ai commencé par me présenter. En 2 mots, je suis harmonisatrice d'espace depuis 2015. J'ai harmonisé près de 800 lieux à ce jour, et ma mission en fait est d'aider mes clients à avoir confiance en la vie, à trouver plus de bonheur, plus d'équilibre et finalement d'une certaine façon à trouver leur place dans le monde. Voilà, donc j'ai une capacité à lire les maisons, à communiquer avec les maisons depuis toujours. J'avais déménagé 20 fois avant l'âge de 20 ans et donc j'ai dû apprendre à m'adapter au lieu. Et plus tard, cette compétence, en fait, m'a été proposée et j'ai suivi différentes formations pour pouvoir travailler donc à cette harmonisation des lieux pour et avec mes clients. Et donc, les maisons, pour moi, une sorte de mission d'âme, un chemin de vie, ma voie du milieu, en tout cas pour le moment. Donc, dans cette courte conférence, je vais balayer rapidement quelques bases pour mieux comprendre de quoi on parle. On va bien sûr parler de géobiologie, de reconnexion et de feng shui. On va faire un focus sur les clés de compréhension, le chi, le bon chi, le mauvais chi. Je vais vous représenter en fait les 5 piliers pour un feng shui réussi et rester jusqu'à la fin de la vidéo pour avoir 2 cadeaux en réalité. Et pour avoir plus de détails en fait par rapport à tout ce qu'on s'est dit ce soir, n'hésitez pas à regarder les autres vidéos que je vais vous mettre en lien et en référence. En feng shui, en fait, en harmonisation d'espace, chaque situation va être intéressante à observer. Il n'y a pas de mauvais lieux, il y a seulement des lieux qui nous proposent en fait une évolution pour quelques mois, pour quelques années, pour parfois quelques décennies. Et en fait, on va traverser ces évolutions avec plus ou moins de facilité. En bref, en fait, dans un lieu où les énergies sont hautes, reposantes, ressourçantes, revitalisantes, eh bien, en fait, les épreuves de la vie vont s'écouler beaucoup plus en douceur, beaucoup plus en fluidité, avec néanmoins de la créativité, de la vitalité. Et par contre, dans un lieu où les énergies sont basses, on va être plutôt dans un schéma la vie c'est dur et c'est comme ça, faut être fort, faut avancer. Voilà, donc en tout cas, il n'y a jamais de situation complètement défavorable, uniquement des propositions d'évolution. Et j'en veux pour preuve, en fait, ma propre expérience où j'ai commencé le feng shui, où j'habitais un lieu, en fait, qui n'avait rien de feng shui, c'est-à-dire qu'en fait, toutes les règles, aucune des règles du feng shui n'était respectée. Et cependant, en moins de 3 ans, en fait, j'ai complètement changé de vie, changé de travail, changé tout dans ma vie, en fait. Pour aller vers quelque chose de beaucoup plus agréable à vivre et plutôt l'idée que la vie est belle plutôt que dure. Et sur ce schéma, en fait, vous pouvez voir un peu comment on peut vivre et avancer dans la vie dans une maison qui n'est pas harmonisée, avec des hauts, des bas, des hauts, des bas, des stagnations, etc. Voilà, une vie voilà, qui est pas douce, hein, mais qui est en dents de scie. Alors qu'avec la décision en fait de faire harmoniser sa maison, ben, en fait, on va pouvoir avancer sur sa voie du milieu et de cette façon beaucoup plus agréable. Donc, pour bien comprendre en fait de quoi on parle quand on parle de feng shui, par exemple, il faut avoir cette idée de notre multidimensionnalité, à savoir que l'on vit à la fois dans le monde physique,
dans le monde énergétique et connecté, je dirais, au plan informationnel, fondamental ou divin, qu'on pourrait aussi appeler le Tao. C'est-à-dire qu'on est à la fois et tout le temps, en fait, sur ces trois plans. Vivre sur le plan physique, ça veut dire que l'on doit prendre soin de notre corps, que l'on doit manger sainement, qu'on doit faire, par exemple, de l'exercice régulièrement, se donner aussi suffisamment de repos. Vivre sur le plan énergétique, eh bien, en fait, c'est déjà être conscient de cette énergie qui se trouve tout autour de nous, qui émane des plans minéral, végétal, animal et humain. Donc, on va créer en fait des lieux qui ont une bonne énergie, on va éviter les situations stressantes, on va éviter les relations toxiques, on va choisir consciemment nos pensées, nos émotions et aussi nos croyances. Donc tout ça, c'est plutôt énergétique. Et vivre également sur le plan divin. Alors ça se passe bien sur Terre, bien dans notre corps, bien dans notre énergie. Et c'est aussi de savoir qu'on a en fait cette connexion au vrai en nous, à notre sagesse, à notre âme, à la partie de nous qui sait. Donc ces trois éléments en fait vont être indispensables à réunir pour pouvoir en fait réussir son feng shui. Et il y a aussi un point fondamental à connaître par rapport à cette multidimension, c'est qu'on n'est pas dans un temps linéaire, comme on l'a appris justement dans notre monde physique, c'est-à-dire en fait où il y avait le passé et puis le futur, voilà, sur une ligne de temps, mais qu'en réalité, on est actuellement dans notre passé, avec tout ce que l'on a vécu, toutes nos émotions, tous nos traumas, etc. Et ça va plus loin que ça, parce qu'il y a également toutes les résonances en fait que l'on peut porter, qui sont là dans l'ici et maintenant, donc du passé, transgénérationnel, karmique, etc. Et on est aussi connecté à des futurs, à des potentiels futurs de nous-mêmes, donc déjà évolués. Donc, ce qui est assez extraordinaire dans cette idée-là, en fait, c'est que aujourd'hui, notre petite personne de 2023 est en capacité de se connecter à des parties d'elle-même qui ont déjà plus de conscience et plus d'informations et du coup qui peuvent nous aider. On peut appeler ça, par exemple, le double quantique. Et on a aussi nous-mêmes, avec notre évolution d'aujourd'hui, cette capacité en fait à aller réparer un certain nombre de mémoires qui nous appartiennent directement ou plus indirectement par rapport au karmique, par rapport au transgénérationnel. Donc, en travaillant en fait sur ces trois plans, physique, énergétique et fondamental ou divin, eh bien, vraiment, oui, le feng shui fonctionne et il est possible d'améliorer en fait notre destinée de manière durable plutôt que de subir en fait notre destin. Donc, alors comment ça fonctionne? Donc, dans cet ordre-là, je dirais, dans un premier temps, je vais utiliser la géobiologie. Donc, c'est l'étude des énergies de la Terre et plutôt des énergies en fait entre terre et ciel et donc leur impact sur les êtres vivants. Donc, je vais utiliser en fait différentes techniques pour mesurer, harmoniser les énergies dans l'environnement. En fait, la géobiologie, ça étudie vraiment les énergies subtiles, c'est-à-dire tout ce qu'on peut pas voir. Donc, pour vous donner quelques exemples de ma pratique, je vais d'abord m'intéresser à tout ce qui est de l'ordre du paranormal. On va voir si éventuellement il y a des entités qui parasitent le lieu. Donc, par rapport à ce sujet-là, je ferai bientôt une vidéo avec un focus sur ce sujet-là. Donc, entités, mais aussi mémoire des murs, mémoire complètement liée au lieu parce qu'il y a des énergies, des ondes pathogènes. Ça va être des mémoires de maladie. Ça va être des mémoires de conflits, de divorce, des mémoires, enfin des tas de mémoires en fait de dépression, etc. qu'on va pouvoir pacifier. Donc on peut faire ça en fait en allant rechercher très loin dans les couches souterraines. C'est-à-dire qu'on peut
pas savoir en fait ce qui s'est passé sur le lieu il y a 200 ou 300 ans, mais on va avoir des traces en fait énergétiques de ces informations qui vont en fait finalement impacter les habitants du lieu. En géobiologie, on va pouvoir observer en fait l'impact que la maison a sur la santé. On peut avoir vraiment des éléments très précis et qui généralement correspondent parfaitement au vécu des habitants. Bien sûr, donc tous les phénomènes géobiologiques qui sont décrits en fait sur cette image vont être observés. Donc ça peut être des phénomènes géologiques et puis après des phénomènes plus comment dire, moins faciles à appréhender, mais je vous invite à regarder les autres vidéos sur le sujet sur ma chaîne YouTube. On va regarder en termes de pollution, l'électropollution, les pollutions environnementales, tout ce qui peut avoir trait aux appareils connectés, aux perditions électriques. Enfin, il y a vraiment un travail en fait qui va finalement proposer aux habitants de la maison d'être complètement protégés de tout ça. On s'intéresse particulièrement à l'eau, notamment l'eau sous la maison, qui peut amener sur le plan émotionnel des peurs, qui peut amener également, encore une fois, des mémoires ancestrales, et puis bien sûr aussi des émanations d'une eau qui pourrait être polluée. Et enfin, on va mettre en fait des protections pour la maison, pour ses habitants. On peut aussi utiliser la géobiologie, notamment pendant les chantiers de construction ou de rénovation. Ça va vraiment assurer en fait une meilleure fluidité dans les travaux. J'ai plein d'exemples en fait à fournir par rapport à ça. Et c'est aussi un outil qui va être vraiment intéressant pour mieux vendre un bien, pour en fait adapter le niveau de vibration de la maison à l'énergie en fait des futurs acquéreurs du lieu, c'est-à-dire en fait faire matcher finalement la maison et les futurs occupants. Donc une fois que la géobiologie est réalisée, que le taux vibratoire du lieu en fait est correct, voire haut en vibration, on va pouvoir mettre en place les préconisations Feng Shui. Donc le Feng Shui, en fait, il va permettre l'harmonie, l'équilibre. Il va aussi nous permettre en fait de travailler sur des objectifs futurs. Donc avec la géobiologie, on va plutôt s'orienter sur le passé, les résonances que l'on doit transmuter, pacifier. Là, avec la reconnexion, on va davantage se connecter à qui l'on est et au plan divin, mais tout ça dans l'idée de vivre une belle vie dans la matière. Et le Feng Shui donc, va nous permettre de construire le futur. Donc, le Feng Shui, c'est vraiment, oui, c'est un système très ingénieux, un système en fait qui est merveilleux et en même temps assez complexe à utiliser, mais il permet vraiment une lecture du lieu de vie et de ses habitants. Et en même temps, on peut l'utiliser en fait à différents niveaux, c'est-à-dire en fait, on peut avoir une sorte de feng shui intuitif, on peut utiliser le feng shui par rapport à différents ouvrages, des ouvrages plus ou moins complexes, et on peut bien sûr se former à des formations comme je l'ai fait moi, des formations de Feng Shui traditionnelles qui sont avancées, qui nécessitent un apprentissage un peu long. Alors maintenant, on passe au cœur du sujet qui était prévu pour la conférence de ce soir. Reconnaître un bon chi ou un mauvais chi et y remédier. Alors, donc, on a intérêt, en fait, à savoir distinguer le bon chi du mauvais chi. Tout ça, pourquoi? Pour nous sentir bien chez nous, nous sentir bien en nous-mêmes. Donc, qu'est-ce que le chi? Le chi, en fait, selon le fondement du taoïsme, c'est en fait le souffle vital. C'est un principe vital. C'est l'énergie, notamment l'énergie du feng shui, mais plus largement, en fait, l'énergie de la métaphysique chinoise. Et cette énergie, en fait, elle a une caractéristique principale, c'est d'animer le monde, en fait.
c'est une énergie fluide qui va stimuler le corps humain, mais aussi chaque chose ou chaque être dans l'univers. Donc, quand on dit choses, objets, bah, par exemple, nos maisons, mais nos objets aussi, en fait, sont baignés en fait de chi, plus ou moins bon. Donc, le chi, c'est l'énergie universelle. Et le chi va permettre en fait d'utiliser bah, son corps et son esprit, son espace à bon escient, et tout ça en fait pour les user finalement au minimum. Donc quand on est entouré d'un bon chi, bah, l'énergie en fait qui est contenue dans le corps, elle est transformée et elle devient finalement plus puissante. Donc ce petit dessin, là, pictogramme, il représente en fait le chi. Et en fait, si on le décode selon bah, comment il a été créé par les Chinois, il représente un chaudron de riz avec la vapeur qui s'en échappe. Et donc, il permet de comparer en fait ce chi donc, à ce fameux souffle vital qui anime le corps humain. Le chi, il est utilisé en fait en permanence dans les sciences taoïstes. Par exemple, en Qigong, hein, c'est des exercices qui sont à la fois physiques et respiratoires et qui sont destinés aussi bien à changer la conscience que à développer finalement la vitalité de l'être humain. En médecine traditionnelle chinoise, eh bien en fait, les acupuncteurs, les médecins en fait s'attachent à faire circuler le qi dans les méridiens du corps. Voilà, donc on trouve du chi en fait dans l'individu, hors de l'individu et absolument partout dans le monde, et on peut lui trouver différentes formes, en fait différents degrés surtout différenciés. Et le Feng Shui va aider à capter, à conserver le bon chi et à faire circuler en soi le Chen Chi. Et également, le Feng Shui va aider en fait à atténuer, diminuer, voire supprimer le mauvais Chi qu'on appelle le Cha Chi. Donc le Chen Chi, en fait, c'est ce bon Chi qui protège, qui fait croître l'énergie d'une personne, l'énergie d'un lieu, et donc on va essayer de l'amplifier avec le Feng Shui. Donc c'est vraiment une énergie qui est favorable, qui est propice au bonheur, qui va exprimer la naissance, la croissance, la vitalité. C'est un chi qui est très nourrissant. Et le chachi, au contraire, énergie défavorable, qui va affaiblir, qui va détruire et qui va créer en fait une forme de disharmonie dans le corps, avec des stagnations d'abord d'énergie, puis physique, et puis également dans les lieux divers et variés. Donc, on pourrait dire que le cha-chi, ce serait plutôt un chi qu'on pourrait qualifier de destructeur, qui va être défavorable, en fait, dans tous les sens du terme. Et le feng shui va tenter de diminuer, de dévier ou d'annihiler, en fait, ce cha-chi. Moi, ce que je voudrais rajouter par rapport à ça, en fait, c'est que en réalité, le cha-chi, il a toujours un rôle évolutif. C'est toujours en fait une proposition de se développer davantage, d'évoluer davantage et de faire évoluer notre conscience. Je pourrais dire, aller jusqu'à dire même que le Chachi qui nous est proposé, qui nous est présenté, en fait, il est comme un message de notre âme qui nous dirait: «Eh oh, si je prends mon exemple, Olivia, là, tu n'y es pas du tout. Tu vois, il y a quelque chose qui ne va pas, il faut que tu y remédies, et tu peux y remédier par toi-même et par ton ouverture de conscience.» Il faut savoir aussi que dans une maison, en fait, quand quelqu'un va s'occuper du chi, avoir cette conscience d'avoir besoin d'évoluer dans un environnement qui est empli de Chen Chi, et ben, ça va profiter en fait à la personne elle-même, mais aussi à tous les autres occupants de la maison. Et en fait, quand on pose des préconisations Feng Shui dans un lieu,
et ben en fait, ça revient à préférer, à décider, à choisir. C'est-à-dire en fait, préférer, décider, choisir, c'est préfère en langage des oiseaux, c'est commencer à faire. Donc finalement, le feng shui, c'est vraiment dédié à l'évolution, à devenir toujours plus responsable, plus créateur de sa vie, pour trouver toujours davantage d'équilibre au quotidien. Et on peut faire du feng shui de plein de façons, mais en fait, celui qui va fonctionner, c'est celui qui va être tout à fait en lien avec le vrai en soi, et celui qui va nous permettre d'écouter davantage notre âme, le plan divin. Voilà. Et donc, vraiment, d'une certaine façon, le chi qui est moins favorable, est là pour nous proposer de faire évoluer les choses pour nous et autour de nous. Donc, je vous donne quelques exemples très simples. Si je vois par exemple un joli jardin avec des fleurs, une belle pelouse et des transats, voilà, bah ça c'est du Tianchi. Et à l'inverse, un jardin où tout est délabré, ou un terrain vague, ou un terrain boueux, et ben ça va être du Chachi. Le murmure de l'eau, le murmure d'un ruisseau, par exemple, Tianchi, par rapport au bruit de circulation ou de klaxon, ou les bruits d'une usine, Chachi. Au toucher, hein, ce qui va être lisse ou soyeux, doux, ou caresser un animal de compagnie, par exemple, ça va être du Tianchi, c'est réconfortant, c'est apaisant, c'est agréable. Et au contraire, si on touche quelque chose qui comporte des moisissures, du bois qui a des échardes, ou qu'on marche sur un sol glissant, on va être en présence de Chachi. Même chose pour l'air, la qualité de l'air, la pureté de l'air, l'odeur des fleurs, Chachi, et puis l'odeur des poubelles, des épandages ou des gaz d'échappement, Chachi. Voilà. Et on a la même chose, bien sûr, également avec la nourriture, hein, ce que l'on goûte, donc qui peut être savoureux ou insipide, Tianchi ou Chachi. Voilà, donc en fait, comment observer le Tianchi? En fait, on peut l'observer dans absolument tout ce qui nous entoure. Et quand on l'observe dans notre maison, c'est toujours en résonance avec une partie de notre être tout entier. Donc on va pouvoir faire des décodages en fait, et pour ça aussi, je vous invite à revoir la vidéo que je vais mettre en public là sur le décodage de nos maisons, enfin la rencontre en fait qu'on avait faite en juillet. Juste pour vous redonner deux exemples, le Chachi dans un grenier où il y aurait un tas de choses qui servent plus jamais, qui sont pleines de poussière, et qu'on a mis là peut-être parce qu'on avait peur de manquer un jour, ça va provoquer du Chachi qui va pouvoir provoquer finalement une charge vitale trop importante, et pour certaines personnes ça peut aller jusqu'à provoquer en fait des maux de tête. Et au niveau du sol, donc à la cave, pareil, une cave qui serait hyper confinée, qui sent mauvais, qui est mal rangée, etc., va en fait nous proposer d'être, comment on va dire, nettoyé, arrangé, et tout ça en fait, ça va finalement aller agir sur nos racines, et sur ce qui nous retient en fait peut-être dans le passé, ou dans des vies antérieures par exemple. Voilà, donc Tianchi, Chachi, on peut les observer à l'intérieur comme à l'extérieur. Pour vous donner quelques exemples, les travaux de construction, en règle générale, vont être plutôt Chachi, notamment pour le voisinage, parce que ça fait du bruit, parce qu'il y a des engins qui passent, qui défoncent le chemin, etc., etc. Et ce qui va être aussi Chachi, c'est tous les bâtiments en construction qui sont jamais finis. Les constructions qui durent des années, voire qui s'arrêtent, etc. Donc ça, dans son environnement, par exemple, ça va être Chachi.
Et il y a des moyens d'y remédier, en fait, quand ça nous arrive dans le voisinage. Les moyens, en fait, ils vont être surtout, surtout applicables en termes d'ajustement des pensées, de libération émotionnelle, de regarder les inconforts, en fait, que ça provoque chez nous et pour nous. Et à partir de là, en fait, de mettre en place des préconisations, ou pas d'ailleurs, hein, en feng shui, ça peut être aussi uniquement un travail en conscience. Mais en tout cas, ça nous dit des choses. Bon, vivre à proximité d'un hôpital, par exemple, ça peut ne pas être très Tianchi parce que l'hôpital en lui-même, il dégage beaucoup de souffrance. Les gens qui y arrivent, qui en partent, c'est quand on va à l'hôpital, ça peut souvent être des moments difficiles à vivre. Ça peut être aussi Chachi d'avoir un commissariat à proximité de chez soi parce que pareil, il y a du bruit, il y a du stress, il y a les aspects juridiques, contraventions, etc., qui sont là en fond tout le temps. Liberticide parfois, etc. Bon, une décharge, hein, même si on n'en voit plus beaucoup, ça reste tchatchi. Vivre près d'un cimetière, ça peut ne pas être tchatchi, donc tchatchi, mais voilà. C'est aussi une question de culture et c'est aussi une question de personne, hein. Moi, j'ai eu une cliente qui vivait près d'un cimetière et qui trouvait ça très apaisant. Bon, voilà, c'est un point de vue. Euh, de voir ça aussi comme ça. Une ligne de chemin de fer tout près de la maison, en fait, ça va être tchatchi essentiellement à cause du bruit. Avoir une maison en haut d'une colline dans une région qui est très ventée, tchatchi parce que il y a beaucoup d'énergie, mais finalement c'est une énergie qui peut être plutôt perturbante, hein. On dit par exemple que trop de vent ça rend fou. Donc c'est comme une maison qui est trop soumise aux énergies extérieures. Il y a les aéroports, enfin voilà, il y a tout un tas de situations en fait qui amènent du tchatchi et auxquelles on va pouvoir remédier. Par exemple, aménager son lieu pour en faire un lieu plus agréable, plus propre, ben voilà, ça va être toujours plus tchatchi, même s'il n'est pas question de vivre dans un magazine de décoration, hein, le bazar. On va dire actif, créatif, a toute sa place dans une maison feng shui. Et bien sûr, de par en fait les vibrations que l'on émet en étant en mode bricolage, créativité, etc., en fait, ça va être tout à fait Chen Chi. On peut également donc observer le tchatchi de façon intangible. Donc ça, on va pouvoir, moi par exemple dans mon métier, c'est quelque chose que je sais faire, hein. La géobiologie dont on a parlé tout à l'heure, détecter les entités, faire passer les âmes, etc. Tout ça, en fait, on va pouvoir l'observer. Et donc, dans tout cet intangible, invisible, il y a des choses qui sont occultes, euh, euh, et plutôt très basse en énergie, donc c'est du tchachi. Et puis il y a aussi dans l'intangible toutes nos croyances limitantes, nos émotions qu'on va devoir ajuster, libérer, transformer. Tout ça, en fait, ça peut être du tchachi. Autre exemple de tchachi, donc ça va pas être le cas dans ce livre, qui est un livre qui a été écrit par des enseignants du FSRC, l'école où j'ai été moins formée. Mais beaucoup de livres feng shui vont présenter en fait le feng shui avec ça c'est bien, ça c'est mal, et en fait dans une logique ou dans une philosophie de dualité. Et ça, pour moi, c'est une forme de tchachi parce que c'est pas évolutif. Comme je vous disais tout à l'heure, tout a un sens et tout a une proposition d'évolution. Donc il n'y a pas d'endroit mauvais où c'est bien, c'est mal, mais il y a vraiment toujours une possibilité en fait d'améliorer les choses. Les animaux célestes, donc ça va être aussi une façon d'observer toujours pareil le bon ou le mauvais chi. Par exemple,
si je prends cet exemple et cette photo, là, c'est la maison de l'Opinel à Saint-Jean-de-Maurienne. J'ai cherché sur Internet, en fait, parce que je me souvenais d'être passée dans cette ville et d'avoir eu dans la ville même une impression, en fait, d'écrasement avec le village, la petite ville qui est située, en fait, contre les parois de montagnes très hautes. Et donc, j'ai pas trouvé les photos que je cherchais, mais par contre, celle-ci m'a paru intéressante à montrer parce que, donc, par exemple, si on parle de la tortue noire, on va avoir besoin à l'arrière de notre maison d'une protection qui peut être un bâtiment un petit peu imposant, un mur, une montagne ou une colline à l'arrière de la maison. Et dans ce cas-là, en fait, quand on a une montagne comme ça qui est très proche, et ben en fait, on peut avoir finalement non pas la juste protection, donc qui serait Tianchi, mais au contraire avoir une protection qui est tellement trop grande qu'elle en est oppressante et du coup, d'une certaine façon, plombante. Voilà. Et puis, ce qu'il y avait d'intéressant aussi sur cette diapo, c'est que il y a cet Opinel comme ça qui est ouvert. Donc, bon, c'est la maison de l'Opinel, donc c'est un peu logique. Mais d'une certaine façon, pratiquement en lieu et place du phénix rouge. Donc, le phénix rouge qui est supposé en fait ouvrir sur l'espace pour ouvrir sur les projets. Et là, alors, c'est un peu décalé par rapport à la maison, donc c'est pas forcément exactement son phénix rouge, mais imaginons qu'il y ait une maison qui soit ici pile en face et que, en lieu et place du phénix rouge, elle ait ce symbole d'un couteau, donc du tranchant. Un couteau, ça évoque forcément le fait de couper, de se couper, etc. Bah, d'un point de vue symbolique, en fait, ça a une importance. Ça va peut-être représenter une personne qui elle-même est trop tranchante. Enfin, après, il peut y avoir comment on va dire, de traductions possibles, mais en tout cas, c'est pas génial en termes de chi. Moi, je qualifierais ça plutôt de cha-chi. Pour d'autres personnes, ça va être, j'en sais rien, moi, l'opinel de leur enfance. Bon, voilà, il peut y avoir plein d'autres points de vue. C'est votre symbolique, en fait, qui a de l'importance. Et un autre exemple, toujours dans la même lignée, l'autre jour, en Auvergne, je me promenais en moto et on est rentré dans un très joli village avec une super jolie église et plein de belles choses, en fait, plein de belles pierres. Et malheureusement, sur la place de l'église, en face des maisons, et notamment en face d'une maison en particulier, eh bien, il y avait un soldat, connu ou inconnu, j'en sais rien, sur une stèle, en plus entouré de quatre obus repeints récemment, donc rutilants, on va dire. Et ben ça, pour moi, c'est clairement Tchachi et je doute franchement que les personnes qui habitent dans la maison qui est juste en face et voire même à proximité soient vraiment euh, très heureux en fait, hein, voilà. Mais bon, après c'est aussi hein, une opinion, voilà. Mais en tout cas, la symbolique qu'on a sous les yeux tous les jours, elle a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'importance dans nos vies, dans la construction de notre vie, en fait. Donc, autre exemple, toujours par rapport au phénix rouge, donc qui normalement doit être une zone ouverte sur l'horizon, sur le futur, sur les projets futurs. Eh bien, si on habite une maison de bourg comme dans cette petite rue-là, le phénix, en fait, il est quasiment inexistant. Donc, ça veut absolument pas dire qu'on n'a pas de futur et pas de projet possible, mais par contre, ça voudra dire, c'est comme un avertissement que les projets, en fait,
vont pas se présenter spontanément. Ça va être à la personne de mettre des choses en place pour penser à ses projets. Et puis, ce sera ensuite une nouvelle habitude de vie. Et en fait, il n'y aura plus besoin de réfléchir à ce point-là, où la personne aura mis ça en place finalement déjà dans sa vie et ce sera plus un problème pour elle. Donc, encore une fois, proposition d'évolution, de pas rester en fait dans une forme de stagnation, mais de se préoccuper de sa vision et de la réalisation de son futur. Autre outil très intéressant pour observer le Tianqi et le Chachi, ça va être le Banzai avec le Mingguo qui est le chiffre Feng Shui. Donc là, je vous invite aussi à aller retrouver un article sur mon site internet où je décris en fait le mode de calcul et comment l'utiliser, mais pour vous expliquer dans les grandes lignes, si mon chiffre Feng Shui est le 1, je vais en fait avoir intérêt à m'orienter pour capter du bon chi pour moi, soit vers le sud, soit le sud-est, soit l'est, soit le nord, en fonction en fait de ce que je recherche comme type d'énergie. Une énergie de croissance et de prospérité avec le Tianqi, une énergie plutôt de méditation, de clairvoyance, de calme, de sommeil aussi avec le Fouet, une énergie en fait qu'on appelle le médecin céleste d'ailleurs pour la santé avec le Tianyi et une énergie vers le sud avec le Yan Nian qui va être en fait l'énergie des relations. Donc relations amicales, familiales, mais aussi amoureuses. Voilà. Donc pour le Mingwa 1, il va savoir en fait comment capter ces énergies. Donc, soit en s'installant dans ces secteurs-là, par exemple en ayant une chambre dans le secteur Fouet, pour quelqu'un qui a besoin d'un bon sommeil, ou bon, voilà. Après, il y a mille façons de l'utiliser. Et par contre, pour un autre Mingwa, et ben, en fait, ces mêmes secteurs pourraient être du Chachi, et il aurait besoin, lui, plutôt d'utiliser les secteurs qui sont en blanc pour le 1. Donc, je ne peux pas prendre le temps de détailler ça maintenant, mais il y a un article qui est bien détaillé sur mon site. Et puis, dans les prochaines semaines, j'ai plusieurs conférences sur des salons notamment où je vais faire un atelier sur ce sujet-là. Donc, ce qu'il faut retenir simplement, c'est qu'il y a des façons de capter le chi et que quand on parle de Banzai, en fait, ça va être pour choisir la position du lit, la position du bureau, les positions à table, etc., pour qu'il y ait la meilleure entente possible et toujours pareil que chacun capte les meilleures énergies possibles. Et capter les bonnes énergies, ça veut dire les énergies qui arrivent face à soi ou les énergies qui arrivent en fait au niveau du chakra coronal quand on dort. Donc c'est ça en fait, capter les bonnes énergies en fonction de son Mingwa. Alors bien sûr, après, on n'en fait pas une obsession, c'est-à-dire qu'on n'est pas, chaque fois qu'on va à un endroit, si on a une réunion dans une salle dans laquelle on va pas souvent, etc., on prend pas sa boussole pour chercher la bonne place. Mais par contre, une fois que c'est mis en place dans sa maison, ben, en fait, c'est fait. Et ensuite, ben, on va y revenir uniquement, par exemple, si on décide de modifier la disposition d'une pièce. Mais c'est fait une fois pour toutes. On connaît ces secteurs, les endroits où on s'installe, les endroits où on passe du temps, en fait, et puis on va utiliser notre Mingwa pour ça. Voilà. Donc, c'est un outil très intéressant pour détecter ce qui nous convient dans notre maison. Autre élément extrêmement intéressant, ce sont les 5 éléments, mais là c'est pareil, ça nécessite de se former un peu pour bien les utiliser. Donc je ne vais pas les détailler aujourd'hui, il y a des vidéos sur mon site, et puis je vais en mettre une nouvelle justement que j'ai jamais mis en ligne et qui est faite pour être capable d'utiliser les 5 éléments au quotidien. Donc ça, je vous inviterai en fait à le découvrir parce que c'est un outil c'est un outil de lecture des énergies en fait qui est assez fabuleux et qu'on peut utiliser pour nos émotions,
qu'on peut utiliser pour notre décoration, pour nos vêtements, pour notre alimentation, pour notre santé. C'est vraiment un outil pas, enfin, qui est assez simple, hein, il y en a que 5, mais pas si simple à appréhender quand même, parce que en fait, il y a différents cycles et différentes façons de les utiliser, mais c'est quand même un outil de décodage aussi qui est assez fabuleux. Voilà, donc cette petite image est là juste pour montrer en fait les outils du Feng Shui qui vont permettre de lire une maison. Et on a un autre sujet aussi qui est super intéressant, ce sont les étoiles volantes, qui là, c'est pareil, en fait, c'est ces 3 petits chiffres qui nous donnent plein d'informations sur la maison. Je vous ai mis cette carte, parce que donc, ça s'appelle une carte énergétique qui va permettre de lire la maison, de savoir quelles sont les énergies qui rentrent par les portes, par les fenêtres, quelles sont les énergies yang donc qui rentrent dans la maison, quelles sont les énergies yin qui sont présentes essentiellement là où il n'y a pas d'ouverture, comment on active ces énergies, quelles sont les bonnes, quelles sont les moins bonnes. Et là où c'est très intéressant cette année 2024, en fait, c'est qu'il va y avoir une nouvelle distribution, qualité surtout des étoiles volantes. C'est-à-dire en fait qu'elles vont changer, celles qui étaient un petit peu tchatchi vont peut-être devenir tchanchi, celles qui étaient presque plus tchanchi vont peut-être devenir tchatchi. Enfin bref, il y a une redistribution de la qualité des énergies en fait pour la période 2024-2044. Donc 2024 serait un excellent moment pour mettre en place les choses chez soi pour les 20 prochaines années. Voilà, bon après c'est toujours intéressant de regarder les étoiles volantes de l'année, mais voilà, donc je voulais juste faire un petit topo là-dessus parce que c'est aussi un outil de lecture du bon chi ou du mauvais chi, et ce qui va nous permettre en fait de prendre des décisions ensuite dans le lieu. Donc je termine bientôt cette vidéo avec un rappel des 5 piliers d'un Feng Shui réussi. Donc, un feng shui réussi, d'abord, il faut avoir envie, il faut sentir que c'est pour soi et faut le savoir profondément qu'une étude feng shui va pouvoir nous permettre d'avancer vers une vie toujours plus agréable finalement. Donc, avoir envie de savoir, de connaître davantage de choses sur sa maison, sur soi. Pour que le feng shui fonctionne, il faut d'abord s'occuper de la vibration de la maison, donc ça c'est avec la géobiologie. Toujours être davantage connecté à qui l'on est véritablement. Donc je parle de reconnexion, mais en fait cette reconnexion, elle se fait pas en une fois. En fait, cette connexion, on l'a jamais perdue. Simplement, on peut toujours aller plus profondément vers le vrai en soi. Euh, voilà, ça s'arrête. Pour moi, ça s'arrête pas. C'est vraiment si jamais on avait un seul but commun dans cette vie-là, c'est celui d'évoluer et d'évoluer vers qui l'on est et ça change constamment en fait. Le point qui va être central aussi, c'est d'être capable d'observer ses émotions, limitations, croyances, et puis de les ajuster, de libérer les émotions au jour le jour, de vraiment être attentif à tout ce qui nous rend inconfortable et tout ce qui nous fait baisser en vibration pour pas être dans le déni, mais au contraire continuer à expanser sa conscience. Et là, en fait, on va avoir un feng shui qui permet vraiment de construire son futur. Donc voilà la façon dont je pratique et dont je pratique bien sûr avec mes clients. J'ai une offre spéciale pour cette année 2023 en fait qui s'appelle Intérieur essentiel, qui propose justement en fait ces 5 piliers dans ces 3 mots: géobiologie, reconnexion, feng shui. Voilà, donc pour créer un intérieur harmonieux, donc intérieur avec un petit et un grand I, propice et équilibré et propice au bien-être.
Donc, on a à la fois la sagesse ancienne de la géobiologie, celle tout aussi ancienne du feng shui, avec des technologies plus modernes de reconnexion. Ça se passe en 7 séances. Donc, 7 séances. La première séance, on s'occupe de la géobiologie du lieu. Seconde séance, on s'occupe de votre reconnexion pour aller plus profondément. La géobiologie, en fait, c'est aussi un moyen de se reconnecter, hein, mais on fait ça en 2 séances dans cette prestation-là. Il y a une séance de suivi individuel pour ajuster ce qui doit l'être, une séance de préparation de la consultation, de restitution de la consultation avec toutes les préconisations à mettre en place, et encore 2 autres séances de suivi individuel. Donc moi, c'est un programme que je préconise de faire sur au moins 3 mois, voire plus, parce que les choses bougent, il faut le temps d'intégrer, il faut que ça reste confortable, hein. L'idée, c'est, vous l'avez compris, hein, je crois que c'est un mot que je répète souvent, mais l'idée, c'est en fait la fluidité, quoi. Et tout ça pour obtenir des résultats concrets, être capable de toujours observer davantage, de libérer des mémoires, des blocages, toujours plus de fluidité, d'équilibre, d'être une vie heureuse sur tous les plans, et toujours aussi plus de liberté, plus d'autonomie, plus de responsabilité et plus de joie, de vraie joie en fait dans le quotidien. Voici les tarifs qui sont franchement tout petits par rapport à la prestation proposée. Voilà. J'ai toujours eu à cœur d'être accessible et de proposer une prestation qui est vraiment concrète et complète. Et mon cadeau de fin de conférence, donc je vous propose un premier rendez-vous découverte, c'est-à-dire qu'on prenne le temps d'échanger, puis voir si cette offre est faite pour vous ou peut-être pas. Peut-être que votre besoin il est autre, hein, donc à voir. Et puis je vous propose aussi de vous offrir en fait l'évaluation de votre espace de vie. Donc, en fait, cette offre, elle est quand même limitée. Elle est limitée aux 8 premières personnes qui vont m'en faire la demande, hein. Donc, comme vous êtes nombreux à voir les choses en replay, je suis pas sûre que je pourrais vous offrir l'évaluation à tous, parce que c'est quand même, c'est une vraie prestation, hein. C'est une prestation qui me prend du temps. Mais en tout cas, tant que je pourrais le faire, je le ferai. Voilà. Et il me reste à vous souhaiter une très bonne soirée ou journée en fonction du moment où vous regarderez la vidéo. Il est très tard parce que, donc, comme je l'ai expliqué en début de vidéo, je suis en réenregistrement. Mais voilà, je voulais le faire tant que j'étais encore dans l'énergie de la conférence. C'est beaucoup plus difficile pour moi de faire une conférence sans public en face. Mais j'étais quand même un peu encore dans le mouvement, donc ça a été. Donc je termine avec ces citations qui sont vraiment, qui doivent pas rester en fait des citations, qui sont toutes des citations de scientifiques. L'homme est né pour jouir d'une vie heureuse dans l'infinie plénitude. Je vous invite en fait à faire vôtre cette croyance, cette proposition, parce que moi j'en suis sûre, persuadée que on est fait pour jouir d'une vie heureuse dans l'infinie plénitude. Et, et je peux dire que c'est ce que je vis en fait, hein, au quotidien. Ensuite, autre citation très importante, notre conscience perçoit ce qui est dans notre conscience comme une réalité. Donc là aussi, c'est vraiment à méditer, hein. Ce qu'on a dans la tête, en fait, on va le voir finalement dans la vie. Or, il arrive que dans notre conscience s'infiltre, s'insinue un certain nombre de pensées plutôt parasites qu'on n'est pas obligé de garder. Et troisième citation, la conscience permet de fabriquer l'espace, le temps, la matière à partir d'un univers d'information. Cet univers d'information, en fait, on y a tous accès. C'est donc ce fameux plan divin ou fondamental, et c'est aussi le monde énergétique, et c'est à nous, en fait, de capter ces informations pour modifier notre espace, notre temps
et la matière dans laquelle on vit. Voilà, bonne soirée à toutes et à tous, ou bonne journée, et à très bientôt. N'hésitez pas si vous avez des questions. Au revoir.